télé, toute la maison y est passée. Le paiement du crédit, on l'oublie. Dans un van aménagé, l'instant c'est l'éternité. On roule au présent vers la... Ah, Sébastien Auge, le virtuose liégeois de la guitare folk. Celui qui fait danser ses doigts sur les cordes comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Tes mélodies, c'est un véritable tour du monde en 6 cordes. Un peu de folk pour commencer en douceur, puis on glisse vers le blues, le rock, on fait une escale en Amérique latine avant de se laisser bercer par le jazz. Et tout ça, tu le fais avec ce style bien à toi, ce fameux finger-picking dont tu repousses les frontières avec une telle élégance qu'on se demande où tu vas chercher tout ça. 3 albums déjà, et on a l'impression que tu n'as même pas encore révélé tout ce que tu as en toi. Alors Sébastien, dis-nous, c'est quoi ton secret pour rendre chaque note aussi singulière et captivante? Parce que franchement, entre nous, ta guitare, c'est plus qu'un instrument, c'est un passeport pour l'évasion musicale. Eh, bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Oui, en forme? Ouais, super, cool. Alors Sébastien, comment as-tu découvert ta passion pour la guitare et quel était ton parcours pour en faire une carrière, je vais dire, semi-professionnelle? Oui. Alors moi j'ai commencé la guitare, j'avais 13-14 ans. Et mon premier coup de foudre musical c'était le blues. J'ai découvert un guitariste qui s'appelle Stevie Ray Vaughan, qui est un grand ami d'Eric Clapton et qui est décédé en 89 je pense. Et ça a vraiment été une révélation. Directement j'ai commencé à étudier tous ses plans, à bosser vraiment le blues comme un acharné, comme on peut le dire. Et voilà, c'est seulement après que je me suis mis au jazz. Après de manière professionnelle, au conservatoire à Maastricht et au Jazz Studio d'Anvers. Mais ça, vraiment, moi j'ai découvert la guitare avec le blues. Ça a vraiment été mon premier coup de foudre. Tu dis que tu as fait tes études à Maastricht et à Anvers. Oui. Tu habitais où à l'époque? T'as toujours habité dans la région de Liège? Alors, quand j'ai été faire mes études au Jazz Studio d'Anvers, j'ai habité 2 ans à Anvers, ce qui m'a permis de m'imprégner de la vie musicale de là-bas, en fait. Je trouve que l'immersion est d'autant plus forte quand on va étudier quelque part et qu'on va vivre quelque part en même temps. Donc ça m'a permis d'aller au jam, ça m'a permis de découvrir toute cette vie-là, de rencontrer beaucoup de musiciens dans ce contexte, un peu plus de la nuit, des soirées jam, etc. Et c'est aussi une période où j'ai travaillé beaucoup ma guitare. Honnêtement, avec beaucoup de rigueur, quoi. Là où maintenant je la travaille beaucoup, mais d'une autre manière, c'est vraiment d'un point de vue apprentissage. J'ai vraiment beaucoup travaillé à cette époque-là, quoi. Et effectivement, voilà, après j'ai fait le conservatoire de Maastricht, mais là je vivais à Liège, quoi. Donc je faisais les trajets, vu que à Maastricht on n'est jamais qu'à 20 minutes de Liège, donc c'était faisable, quoi. Tu dis que tu travaillais beaucoup ta guitare. Ça veut dire quoi, travailler beaucoup sa guitare? Alors, travailler la guitare, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas... Ça peut, mais ce n'est pas uniquement une question d'heures. Ça l'est aussi, mais c'est se structurer, se créer une méthode de travail, être hyper autodiscipliné. Donc moi, à l'époque, en plus des cours communs auxquels je participais, j'avais mon petit programme, je travaillais du solfège, de l'harmonie, vraiment des matières théoriques. En plus de ça, je travaillais mes gammes, je travaillais mon finger picking, parce que mon but a toujours été de mêler le finger picking aux approches jazz et blues. Et ces 2 outils-là ont été très puissants pour moi, en fait, le jazz et le finger picking, chacun d'un côté, pour vraiment les rassembler. Je travaillais du rythme, je travaillais vraiment ce qu'on appelle le phrasé, donc beaucoup de travail au métronome. Et tous les jours, je me forçais à travailler toutes ces matières-là à raison d'1 demi-heure sur chaque matière. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a des liens qui se font. Au bout d'un moment, le fait de travailler le rythme séparé et l'harmonie séparée, quand on va improviser sur une grille, il y a des choses qui vont se débloquer, mais ça se fait pas après une semaine. Là, ça se fait sur peut-être 6 mois, en tout cas 2, 3, 6 mois, etc. Alors, le finger picking, c'est une technique historiquement qui vient de
deux racines, on va dire. La première, c'est le blues, on va dire fin 1800, début 1900, où tout simplement les musiciens n'avaient pas forcément les moyens. On parle du blues dans le Mississippi et vraiment dans les États du Sud, aux États-Unis. Il n'y avait pas toujours les moyens de former un groupe, tout simplement de s'acheter des instruments. Donc de fil en aiguille, ils ont développé une manière de jouer où ils ont fait les basses et la mélodie en même temps. Donc on peut trouver dans beaucoup d'enregistrements de soit Big Big Bronzy, Robert Johnson, beaucoup de parties qui annoncent déjà un début de ce qu'est le figure picking, dans le sens où il y a une basse continue avec une mélodie qui est développée. Et c'est ça finalement le figure picking. Là où dans plusieurs musiques on va jouer la basse séparée et la mélodie, dans le figure picking on va jouer la basse avec le pouce et la mélodie avec les autres doigts. Ce qu'on fait déjà dans d'autres cultures comme la guitare classique. Mais le finger picking, il y a une dynamique particulière au niveau du style. On va appuyer la basse d'une manière particulière. Et alors la deuxième source du finger picking, c'est toute la partie folk, ragtime, qui là est venue bien après et là qui s'inspire aussi du jeu au piano. Si on prend le fameux The Entertainer de Scott Joplin, c'est un morceau un peu emblématique de ragtime qui met un petit peu les bases du finger picking à la guitare, dans le sens où on va reprendre cette basse alternée qu'on retrouve dans Johnny Cash, qu'on retrouve dans la folk, qu'on retrouve dans beaucoup de styles. Donc c'est vraiment une basse alternée et ça c'est vraiment la deuxième source, on va dire, du picking. Et puis après ça évolue, maintenant on est dans des styles de finger picking plus percussifs où on tape sur l'instrument et c'est une technique qui ne cesse d'évoluer, quoi. Tu as exploré différents styles musicaux au cours de ta carrière. Comment choisis-tu le style qui correspond le mieux à une composition ou un projet? J'ai toujours du mal avec le côté style, en fait. Parce que finalement, en fait, un musicien, j'entends bien quand il est dans une démarche de création, je pense pas qu'il pense en termes de style. Je pense qu'en fait, il se dit, à ce moment-là, ça doit peut-être être influencé par ce que j'écoute sur le moment. Et tout simplement, je vais avoir envie de reproduire ce qui m'influence sur le moment. Mais je me dis pas, je vais faire un truc rock, je vais faire un truc funk, je vais faire un truc ragtime ou quoi. Ça devient intéressant, c'est quand on essaye de mêler un peu les influences, sans spécialement se dire que je vais partir dans un canevas d'un style prédéfini. C'est pas quelque chose qui m'intéresse de me dire ah oui mais je vais faire un truc groove, je vais faire un truc folk. Je me dis simplement, en fait, je prends ma guitare et je laisse agir un petit peu ce que j'ai envie de jeter comme mélodie à ce moment-là, quoi. C'est aussi par la liberté que le cadre va se créer. Justement, tu parlais d'influence. Quels sont les guitaristes ou les musiciens qui t'ont le plus influencé dans ta manière de jouer? Alors, il y en a quelques. Il y en a quelques. Je vais essayer d'en définir. Je vais essayer de définir 3 guitaristes. C'est pas facile, hein, parce que normalement il y en a bien plus. Alors, en premier lieu, je vais mettre Stevie Ray Vaughan parce qu'il m'a fait découvrir le blues, il m'a fait découvrir la guitare électrique. Cette manière de jouer à la fois brutale et sensible. Et surtout, c'est celui que j'ai le plus travaillé pendant très longtemps. Je connaissais tous ces albums, honnêtement. Il n'y avait pas un blanc qui m'échappait à un moment donné. Voilà, non. D'autres choses sont venues se rajouter. Le deuxième que je peux citer, c'est Mark Knopfler. Alors, Mark Knopfler, pour moi, on côtoie le ciel. On commence à rentrer dans quelque chose d'un peu divin. Son toucher, sa manière, sa sensibilité, sa voix aussi, hein, le musicien de manière générale, sa vision, sa carrière, fait que c'est vraiment des musiciens que je place vraiment en premier dans ma ligne de mire. Et c'est très dur à décrire d'ailleurs, tout l'esprit qu'il dégage en fait. Pour moi, ce gars-là,
il fait partie de ces gens, quand il joue 3 notes, il peut déjà raconter un truc. Et c'est très compliqué, l'approche du son, vraiment arriver à se créer une identité. Au-delà de, plus encore que la virtuosité, plus encore qu'aller vite, c'est très dur. Pour moi, c'est la partie la plus dure, ça. Et en 3e lieu, je mettrais Tommy Emmanuel. Parce que Tommy Emmanuel, les guitaristes qui écoutent un peu du fingerpicking le savent. C'est un petit peu le roi dans la technique du fingerpicking. Et il mérite bien sa place, quoi, parce que c'est juste un alien, un extraterrestre, tant au niveau musical qu'au niveau de la communication sur scène, qu'au niveau de la sympathie et de son image. Je pense pas que c'est calculé, mais c'est un gars qui est une grande source d'inspiration vraiment pour tous les guitaristes solo, en tout cas pour moi. Et ce gars-là est profondément inspirant. Quand tu composes une pièce pour ta guitare, par quoi commences-tu généralement? Une mélodie, un riff ou une émotion spécifique que tu veux transmettre? Alors, je pense que l'émotion, elle est déjà là. Et à la limite, peut-être même avant que je m'en rende compte. Et une fois que je vais prendre ma guitare, il y a des espèces d'automatismes qui viennent. Alors moi, j'aurais tendance à dire, je vais commencer par une grille d'accords. Sur cette grille d'accords-là, je vais développer une basse. D'abord une mélodie, et puis une basse. Une espèce de trame, en fait. Une fois que j'ai une partie, j'essaie de trouver une autre partie. Et c'est très instinctif. J'écris jamais ce que je joue. Je pars aussi du principe que si je ne me souviens pas de ce que j'ai créé, c'est que c'était pas assez bien. Et rien, pas 2 jours après, c'est que ça ne devait pas revenir, quoi. Donc c'est aussi, je me laisse beaucoup de liberté aussi par rapport à ça. Je compose beaucoup. Et il y a des fois, il y a plein de morceaux qui sont passés à la trappe parce que tout simplement, je me pensais plus souvenir. Mais c'est pas grave, en fait, je parle du principe sur peut-être 15 morceaux, il y en a un qui va rester, qui va être vraiment sur un album et encore, quoi. Mais c'est pas grave, je veux dire, l'idée, c'est juste de créer. Si on voit pas tout ce qu'il y a derrière, on voit pas par où est passé le morceau, toutes les étapes de la création. Et la personne qui va venir écouter un morceau en concert, elle va voir le morceau fini. Mais bien avant, il y a des étapes, quoi. Et pour revenir à ta question de base, je pense vraiment que ça part d'une grille d'accords, d'une trame que j'enrichis. Et des fois, en fait, l'enrichissement de cette grille d'accords fait que ça ne ressemble plus du tout à la version originale. Quel rôle la musique joue-t-elle dans ta vie quotidienne, en dehors de la scène? Je ne saurais pas vivre sans. Ça a toujours été tout pour moi, j'ai toujours été attiré par la musique. Et une vie sans musique, je n'imagine même pas. Que ce soit jouer ou écouter, quoi. Voilà, moi c'est mon bonheur. Tu disais que la musique était tout pour toi depuis tout jeune. Tes parents étaient musiciens. Comment ça t'est venu exactement? Ouais, mon père est musicien. Il joue pas mal d'instruments. Il joue de la guitare, il joue de la contrebasse. Il joue de l'accordéon aussi. Mon grand-père jouait déjà de l'accordéon. Mon père a repris. Donc c'est vrai que depuis tout petit, j'ai aussi baigné dans ce milieu-là de la musique. Il y a toujours eu des guitares, il y a toujours eu des basses. Il y a toujours eu beaucoup d'instruments chez moi. Sauf que voilà, la guitare, c'était une guitare 4 quarts. Et quand elle traînait chez moi, que j'avais 7-8 ans, j'ai essayé un petit peu de commencer la guitare. Et moi, j'ai vite été découragé parce que j'ai beaucoup de force dans les doigts et sur une guitare entière, c'est pas évident. Mais par contre, voilà, j'ai baigné dans ce milieu-là. Mon père allait jouer dans un groupe de country blues là, et j'allais le voir répéter tous les mercredis, si je me souviens bien à l'époque, si ma mémoire est bonne. Et c'était mon petit bonheur, c'est d'aller le voir répéter toutes les semaines, le mercredi soir, quoi. Donc
baigné un petit peu dans ce truc-là, quoi. Et un de mes premiers essais en groupe, c'était quand le guitariste de mon père avait laissé sa guitare à la maison. Et moi, j'avais appris à jouer un morceau des Creedence, Proud Mary. Alors, arrivé à la répète, il y a mon père qui dit, ouais, il y a Sébastien qui a commencé à jouer la guitare. Moi, j'étais là, j'ai commencé à devenir tout rouge. Et alors, les autres membres du groupe ont dit, qu'ils viennent jouer un morceau. Ouais. Et ils jouaient ce morceau-là, justement. Donc, je me suis ramené, j'ai pris la guitare, j'ai commencé à faire le morceau et ça a été ma première expérience en groupe, on va dire. Quel est le moment ou le concert le plus marquant de ta carrière? Et pourquoi te rappelle-t-il autant d'émotions? Ce moment-là, c'est quand j'ai fait la première partie du duo de guitaristes très connus, Rodrigo et Gabriela, au Forum de Liège en 2019. Si je me souviens, c'est en octobre 2019. Et en fait, marquant, pourquoi? Parce qu'il y a un forum plat et que moi, je me ramenais tout penaud sur mon set solo d'une demi-heure avant deux guitaristes hyper connus. Au Forum de Liège, quand même, dans ma ville, avec beaucoup de gens qui me connaissaient dans le public. Et je crois que c'est la première fois où je jouais devant autant de personnes tout seul, d'ailleurs. Je peux vous dire qu'en entrant sur scène, j'étais comme ça. C'est la première fois que ça m'arrivait. Et par contre, il y a ce phénomène, quand je touche ma guitare, je suis à l'aise. J'aurais du mal à parler tout seul sur ma guitare devant une assemblée comme ça. Tu as déjà 3 albums à ton actif et je crois que tu en prépares un 4e. Que peux-tu nous en dire? Les morceaux, ils sont déjà là. Une partie, ils sont enregistrés. Mais j'ai beaucoup trop de morceaux qui n'en font sur l'album. Comme je disais tantôt, en fait, des fois sur 30 morceaux, il faut réduire à la moitié. Donc je suis encore en train d'élaguer un maximum. Il y a des morceaux que je teste en live. Si je suis pas convaincu en live, je les back. Et il y a des morceaux que j'ai déjà, qui sont déjà enregistrés. Il y a des morceaux que j'ai envie de réenregistrer parce que je suis pas satisfait. Donc là, je suis vraiment en train de constituer vraiment la composition de l'album, on va dire. Donc je suis pas encore arrêté sur combien il y en aura, sur la durée de l'album, etc. Il faut vraiment encore que je cogite sur aussi l'univers visuel, évidemment. Et je peux vous dire que ce sera un album qui sera quand même majoritairement à la guitare folk, avec quand même des incursions à la guitare électrique. Il y aura quand même quelques morceaux à la guitare électrique, parce que j'ai envie comme de mettre les deux à l'honneur. Et alors cet album-ci, il sera beaucoup plus représentatif de ce que je fais en live. Alors, électrique ou acoustique? Acoustique. Pédale d'effet préférée ou sans effet? Sans effet. Jam session improvisée ou composition structurée? Composition structurée. Scène intime ou grand festival en plein air? Scène intime. Accords dissonants ou mélodie harmonieuse? Mélodie harmonieuse. Enregistrement en studio ou concert live? Concert live. Guitare vintage ou modèle ultramoderne? Guitare vintage. Comédie musicale ou solo instrumental intense? Solo instrumental. Créer des morceaux le matin ou tard la nuit? Tard la nuit. Improvisation sauvage ou solo parfaitement écrit? Improvisation sauvage. Sébastien, santé. Oh
pas de regrets. Il ne nous manque plus rien aujourd'hui. Partir, juste prendre l'air, sortir des écrans, des frontières, libre comme l'air. Conduire sur les chemins de terre, s'offrir les montagnes, les déserts, libre comme l'air. Ce soir face à l'océan, on retrouve nos rêves d'enfants et on s'endort sous les étoiles. Si un jour on perd le nord, face à la vie, à la mort, on aura vu les aurores boréales. Le monde nous appartient aujourd'hui. Partir, juste prendre l'air, sortir des écrans, des frontières, libre comme l'air. Conduire sur les chemins de terre, s'offrir les montagnes, les déserts, libre comme l'air. On sera plus nombreux à tenter l'aventure. Ça en vaut la peine si rien ne dure. Partir, juste prendre l'air, sortir des écrans, des frontières, libre comme l'air. Conduire sur les chemins de terre, s'offrir les montagnes, les déserts, libre comme l'air. Partir, juste prendre l'air, sortir des écrans, des frontières, libre comme l'air. Conduire sur les chemins de terre, s'offrir les montagnes, les déserts, libre comme l'air.